Voilà, donc c'est la reprise, toujours sur la libre antenne, toujours avec Laurent Villaverde, toujours dans l'archéologie. Alors c'est pas l'archéologie interdite, je sais pas si tu connais cette série qui a cartonné sur le net. Bon, moi j'ai des choses à dire sur cette série, mais bon, elle a bien fonctionné. Mais justement, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi justement des sites et de tout ce qui pose un peu problème, parce que il y a donc on va dire, énormément de sites archéologiques qui ont été découverts depuis maintenant, avec l'évolution des techniques, parce que grâce aux satellites, je sais que maintenant on repère encore plus facilement, voilà, à travers une masse de jungle, des formes, et après on va creuser, puis on s'aperçoit que c'est des tentes, des trucs, des machins. Et puis évidemment, le problème qui sont posés par l'archéologie moderne et l'observation de l'histoire, en particulier sur la fameuse chronologie historique des Romains, etc. Et l'existence, en fait, même de certains personnages historiques qui est remise en cause aujourd'hui. Alors ça plaît pas à certaines personnes. Voilà, on va, je sais, sur des terrains minés, sur des pentes glissantes et dangereuses, parce que, évidemment, il y a tout un tas de gens qui sautent sur leur chaise dès qu'on touche à cette chronologie. Et pourtant, certaines observations archéologiques viennent contredire la chronologie historique. On parlait par exemple voilà, par exemple d'un événement comme Alésia, cette grande bataille qui aura eu lieu donc avec César, et pourtant qui ne trouve aucun, on va dire, ressort dans l'archéologie, puisque justement, il n'y a pas de traces. Enfin, personne n'est d'accord en tout cas. Il y en a qui disent c'est là, il y en a qui disent c'est là, machin, il y en a qui disent oui, mais là, on n'aurait pas pu mettre 200 000 Gaulois, on n'a jamais retrouvé on n'aurait pas, etc. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça, justement, de ces contradictions, justement, entre les observations de l'archéologie et la chronologie historique? Oui, il n'y a pas de souci. Mais disons que un site, comme je te disais, on ne peut pas forcément le dater facilement. C'est-à-dire qu'il y a la chronologie relative, donc une chose est plus ancienne ou plus récente qu'une autre, et la chronologie absolue. Alors la chronologie absolue, elle va effectivement dater sur des grandes périodes ou des choses comme ça. Pour ce qui est d'Alésia, honnêtement, je ne suis pas trop intéressé. Je suis comme toi, j'ai vu qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ça ne m'intéressait pas. Je sais qu'ils ont trouvé du militaire, des fossés, des camps, des machins, mais c'est un micmac tel que je me suis à peine intéressé. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a des sites qui sont datés, alors très certainement par carbone 14, pour le coup, et qui sont beaucoup plus avancés dans la technologie que ce qu'on imaginait. Alors on a des grands exemples en Amérique du Sud. On parlait tout à l'heure de... Pumapunku, par exemple, c'est ça. Voilà. En Bolivie, avec des énormes pierres de plusieurs tonnes, aussi des sites incas avec des pierres taillées, on ne sait pas. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que la technologie, on ne la trouve pas avec des ordinateurs, enfin, il n'y a pas de choses comme ça. Mais on sent qu'il y a une technologie à travers la construction des bâtiments. Tu vois, nous, on pourrait parler de technologie, on trouve une voiture, un ordinateur, ce qu'on veut, quoi. Quelque chose de presque futile, quoi. Eux, ils ont de la technologie, mais pour des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on va monter des pierres telles que nous, on ne sait pas les monter. Elles vont rester en place encore plus longtemps et intactes, encore plus longtemps que ce que nous, on pourrait faire aujourd'hui. Ça, c'est de la technologie. Mais ça ne saute pas aux yeux au départ quand on voit. Quand on va sur un site, on se dit, effectivement, c'est des grosses pierres. Effectivement, elles sont là depuis très longtemps. Et puis, c'est vraiment dans un deuxième temps qu'on se dit, ouais, mais ces grosses pierres-là, comment ça se fait qu'elles tiennent encore debout ? Alors que toutes les autres qui sont à côté, de par les séismes, elles sont toutes en vrac, quoi. Donc là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une technologie. Elle est représentée, enfin, il y a des exemples un petit peu partout dans le monde. Et plus les sites sont anciens, plus les pierres sont grosses et plus les sites sont debout. Donc voilà. Ça interpelle. Comme Baalbek au Liban, ça. Oui. Les fameuses pierres, je sais que les pierres de la terrasse sont 1200 tonnes. Oui, sachant qu'il y en a même une autre qui a été découverte il y a quelques mois. Ouais. Il y a peu de gens qui sont au courant, et pourtant c'était sorti sur Internet. Il y a eu des fouilles qui ont été faites au pied des grosses pierres, là, je ne sais pas comment elles s'appellent. Et il y en a une autre qui a été trouvée. D'accord. Voilà, donc ça a cherché sur Google, on voit, ils ont fait des fouilles, il y a encore une autre en dessous, donc on ne sait pas ce qu'il y a en dessous encore. Parce que c'est toujours le jeu, on ne sait jamais où s'arrêter. Parce que comme fouiller, c'est détruire. Fouiller un site archéologique, c'est le démonter dans tous les sens et donc le détruire. Donc où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on considère qu'il n'y a plus rien en dessous? C'est toujours un gros problème dans l'archéologie. Où est-ce qu'on s'arrête? Ouais. Parce que si effectivement on dit qu'on va détruire parce qu'on veut trouver ce qu'il y a de plus ancien mais qu'il n'y avait rien,
bah, finalement on a détruit ce qu'il y avait en dernier. Donc tu te retrouves avec un terrain qui est complètement stérile en disant bah voilà, là ici il y avait un temple, on pensait qu'il y en avait un qui était plus vieux en dessous, mais c'était pas le cas, donc du coup bah, là vous avez un terrain vague du fait qu'on a fouillé le site quoi. Donc vous trouverez bien des pierres à droite à gauche quoi, mais là il y avait un beau truc et on l'a cassé quoi. Mais non, c'est alors il y aurait un vrai travail aujourd'hui à mettre en corrélation tous ces vieux sites. Aller sur le terrain, Damien, je sais pas si tu connais, Oui, bien sûr. Damien qui est très très fort là-dedans, il prend son baluchon, il va à l'autre bout du monde, il prend des photos, des vidéos, il dit Oui, voilà, ça on a existe, interrogé sur MetaTV déjà. voilà, ça existe, j'y suis allé, la preuve, et je vous en apporte même beaucoup plus que ce que vous pouvez trouver sur les sites internet. Oui, tout à fait, Voilà. il fait des excellentes vidéos, je conseille à tout le monde d'aller les voir. Oui, c'est un vrai aventurier, et dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il arrive, il a son baluchon, s'il faut qu'il bivouaque, et il va voir ce qui se passe. Et c'est aujourd'hui ce genre d'aventurier-là pionnier qu'il faudrait remettre au goût du jour. Aller sur des sites qui sont considérés comme étant connus, et y retourner aujourd'hui, et aller farfouiller un petit peu ce qu'il y a autour, pour voir s'il n'est pas plus grand que ce qu'on imaginait. Alors, d'ailleurs, à ce sujet-là, aujourd'hui, on a une méthode en archéologie qui s'appelle la méthode du lidar. Tu ne dois pas savoir ce que c'est. C'est un laser, en fait, qui va te retirer toute la couche végétale au niveau du sol. D'accord. Alors, il y a des très bons exemples de ça sur Stonehenge. Tu regarderas lidar, L-I-D-A-R, et tu tapes Stonehenge, et tu vois, en fait, une cartographie en noir et blanc de tout ce qu'il y a sous la terre végétale. C'est magique. C'est magique. Tu n'as pas besoin de fouiller, tu vois toutes les bosses, les creux. Donc, imaginons de cartographier des zones entières avec du lidar, on pourrait trouver tous les sites, enfin vestiges archéologiques qui appartiendraient à des sites archéologiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire là-dessus, quoi. Aller sur le terrain comme le fait Damien et en même temps faire du lidar à très haute dose. Ça serait beaucoup plus amusant que d'aller fouiller des petits sites à droite à gauche qui n'apporteraient pas grand-chose, on va dire, à la grande histoire avec un H majuscule. Ah oui, parce que en fait, quand on voit, voilà, justement, ces sites archéologiques, c'est ce que tu viens de souligner, qu'il y a, en fait, les personnes qui ont vécu à cette époque, en tout cas, avaient connaissance d'une haute technologie, semble-t-il. Et c'est ça qu'on a l'impression que l'histoire moderne, en tout cas nos historiens d'aujourd'hui, ils veulent pas l'admettre. Parce que si on admettait ça, ça contrarierait la chronologie officielle. Un peu, quoi. Là, ça fait poser deux questions. La première, quelle était cette technologie et ce savoir? Et la deuxième, pourquoi est-ce que ça a été perdu? Ouais. C'est là qu'on peut se poser, donc du coup, une autre question encore. Pourquoi est-ce que ça s'est perdu? Et s'il y avait de façon périodique des destructions? À l'échelle d'une région, à l'échelle d'un continent, à l'échelle de la planète. Comment cela se fait-il que l'on perde des connaissances? C'est quelque chose qui est quand même particulier. Quoi. Comment est-ce qu'on perd des connaissances? Surtout qu'on a une haute technologie, on imagine qu'on la garde constamment. Oui, on la garde constamment et on la transmet, surtout c'est un héritage. Une technologie, elle se construit génération après génération, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'on perde une technologie, quoi. D'où l'intérêt de revoir les chronologies en se disant que les transitions ne sont pas assez étudiées. On a un peuple, il n'est plus là, il y en a un autre qui le remplace, il y en a un troisième qui remplace la deuxième, et on va nous faire une histoire, une étude du passé du coup, avec on va dire une juxtaposition d'aires chronoculturelles. C'est ce qu'on appelle les aires chronoculturelles. Chrono dans le sens temps et culturel pour dire l'Empire romain autour du bassin méditerranéen de temps à temps. Après, on va dire, le monde occidental chrétien qui va remplacer le monde romain. Et après, on va dire Parce que oui, c'est exactement ce que tu dis. Moi, quand j'écoute cette chronologie officielle, j'ai l'impression que c'est hop, ah ben là, on était hier dans le monde, tu vois, dans le monde romain. Merde, on est en 478, c'est terminé. J'avais oublié. Chez les Mérovingiens. Voilà, j'avais complètement oublié. Hier, on m'avait prévenu, je suis mérovingien. Voilà. J'avais oublié. Donc vite, je retire mes jupettes de Romain et je sors mon sarcophage. Voilà, je ressors de mes habits de mérovingien. C'est ça qui est un peu, qui est quand même extraordinaire. Et parce que même sur cette histoire romaine, alors on en parlait, tu vas nous en parler aussi, il y a un gros problème même dans la sémantique, parce que moi, quand on me parle d'église romane, oui. Alors, d'église romane. Alors déjà, il y a deux choses qui vont pas trop ensemble. Alors, parce qu'on me dit que le monde romain n'était pas complètement christianisé, mais en fait,
J'y comprends plus rien. Alors en fait, on va prendre la chronologie officielle pour avoir des points de repère, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. D'accord. L'Empire romain, sur notre territoire français à nous, ce qu'on appelle vulgairement la Gaule, c'est en gros, allez on va dire 0-500. En gros, pour simplifier à l'extrême. D'accord. Le monde roman, c'est le monde chrétien de ce qu'on appelle le second Moyen-Âge. C'est-à-dire, enfin ça fait partie du second Moyen-Âge, en gros c'est 11e, 12e siècle. Ça veut dire qu'entre la fin de l'Empire romain 500 et le 11e siècle, donc en gros c'est de 1000 à 1100, il se passe 500 ans. Et là, Pendant ces 500 ans-là, on a les Mérovingiens et les Carolingiens. C'est ce qu'on appelle, la fin de l'Empire romain, c'est ce qu'on appelle les invasions barbares. On a tous étudié ça à l'école. Des gros chevelus arrivent. Voilà, Mérovingien, pour dire, c'est Clovis, et ça, voilà. Oui, c'est Clovis. C'est Franc, voilà, Clotilde, etc. Voilà, on est Charlemagne. Quoique non, je me trompe. Charlemagne carolingien. Carolingien, Charlemagne. Oui, j'ai un doute là. Mais voilà, j'en ai tellement un doute qu'au bout d'un moment, ça... Donc du coup, on a cet art roman qui est assez étrange, parce qu'on recommence à construire en pierre. Pendant 500 ans, entre 500 et 1000, on fait de l'architecture en matériaux légers, périssables. C'est-à-dire que, comme les Celtes, comme les Gaulois, on creuse un trou, on met un bout de bois dedans, on met du feuillage, pour simplifier pareil à l'extrême, on met un petit peu de terre pour colmater, et ça fait une cabane, une maison. Mais c'est pas très logique si on utilisait la pierre avant, non? Manifestement, la culture mérovingienne et carolingienne réutilisait de l'habitat en matériaux légers. Alors que les Romains, c'est une parenthèse, en gros, de 500 ans, avant en construisant en matériaux légers, après en construisant en matériaux légers. Et pendant 500 ans, les Romains, eux, ont construit en pierre. D'accord. Mais à partir de l'an 1000, on retrouve de la pierre. À nouveau, c'est l'art roman. Le fameux art roman. Alors, l'art roman... Alors qu'il y a plus censé y avoir de romains en l'an 1000, on est d'accord. On est, l'art roman. Dans la chronologie officielle, on est 500 ans après la fin des Romains. Oui. Si je m'en tiens à l'historiographie officielle, la chronologie. Donc, c'est là que je vais m'appuyer sur quelques textes que j'avais mis de côté. Ouais. Cet art roman est assez étrange. Donc l'art roman ou art romain. L'ambiguïté est quand même oui, déjà dans le assez terme, importante. Déjà, j'ai envie de dire, dans la sémantique roman, bon, on comprend pas trop la différence donc, pour le novice. On va dire, donc là je lis la feuille tout bêtement, c'est ce qui est officiel, c'est-à-dire qu'à l'université c'est ce qu'on nous apprend. Deux archéologues français sont au début du 19e siècle les inventeurs du terme roman. Donc Charles Duhérissier de Gerville, après un séjour en Angleterre, veut appliquer en France les méthodes des érudits anglais. Or, ceux-ci appellent Norman, N-O-R-M-A-N, le style qui domine dans ce pays après 1066, donc c'est le fameux 1066, et durant le XIIe siècle. C'est pourquoi, en 1818, dans une lettre à son ami Auguste Le Prévost, il propose le terme de roman, R-O-M-A-N, semblable à celui donné à la langue intermédiaire entre le bas latin et le français du XIIIe siècle. Cette dénomination est reprise et promue par Arcis de Caumont, dont le talent d'organisateur et le flair de classificateur dominent toute l'histoire de l'archéologie française au XIXe siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que on arrive à un moment donné à se demander si cet art roman ne serait pas en fait la fin de l'art romain. L'aboutissement, le bout du bout de ce qu'était l'art romain. Alors, il y a... Du coup, ça fait une histoire de Mérovingiens aussi, Alors, il y en a eu. Il y en a eu forcément. Des Mérovingiens, des Carolingiens, il y en a eu. Parce qu'effectivement, on voit bien les cultures, on reconnaît les us et coutumes, notamment par les modes d'inhumation, il n'y a pas de souci, quoi. Mais on arrive à se demander si dans nos chronologies, on ne nous aurait pas zappé que l'Empire romain dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait. Okay. Et que cette ambiguïté sur l'art roman et l'art romain ne serait pas un petit indice. Alors d'une falsification, ça paraît très exagéré dans le terme en lui-même, mais on va dire d'une dissimulation, parce que là je ferai hurler tout un tas d'universitaires. Oui, mais... le poil qui se hérisse. Là. Oui.
Oui, bah, c'est des gens qui ont raison sur tout, hein, donc c'est pas grave. Hein. Cet art roman qui ressemble quand même étrangement à des basiliques romaines. Bah, complètement. Alors là, Pour en avoir visité pendant le Métatour, hein, non mais sérieusement, la fameuse basilique Saint-Cernin par exemple à Toulouse, qui est une basilique romane, hein, et puis on en a visité d'autres, je ne me rappelle plus le nom de tous les villages. Moi quand je vois ça, alors je suis un novice complet profane, je ne suis pas archéologue, rien du tout, mais j'ai toujours, comme tout le monde, une imagerie en tout cas de ce que peut être l'archéologie romaine, et c'est ce que j'ai vu, des petites briques comme ça, rouges, les mêmes architectures, hein, alors il y en a, ils vont peut-être pas aimer la référence, mais même ce qu'on voit dans Astérix, hein, sans vouloir, oui. Voilà, avec les espèces de fenêtres en voûte comme ça, etc., la fameuse voûte romaine. Les voûtes en plein cintre. Voilà, donc, moi c'est ce que j'ai observé sur le terrain, et après on m'a expliqué, alors c'est de l'art roman. Alors j'ai dit, mais c'est roman. On m'a dit, non, c'est roman. Alors, personne n'a pu me dire la différence entre les romains et les romans, quoi. On m'a dit, c'est inspiré des romains, mais c'est pas des romains, etc. Bon, alors, j'ai pas trop compris. Il existe quelques exemples quand même d'architecture pré-romane. Donc le début du roman, c'est notamment ce qu'il y a à Poitiers avec le baptistère Saint-Jean. Je ne sais pas si tu connais. Non. Donc tu t'imagines un bâtiment un peu carré, baptistère, donc c'est là où on baptisait les gens. C'est, on va dire que c'est l'intermédiaire entre le romain qui est avant et le roman qui est après. Et quand tu prends l'art romain, donc le baptistère Saint-Jean pré-roman et roman, tu as l'impression d'avoir 3 bâtiments avec 3 phases différentes qui se suivent les uns les autres. Comme s'il y avait une continuité et qu'effectivement, au milieu de tout ça, on se retrouve avec les Mérovingiens, les Carolingiens, dont on n'a quasiment aucune trace dans le milieu urbain. C'est-à-dire que quand tu fouilles en archéologie, tu trouves du romain, tu trouves près des églises des sarcophages mérovingiens, mais en ville, tu vas trouver du romain et du roman juste derrière. Donc, voilà les choses qui m'ont interpellé. Alors j'irai pas plus loin, mais je suis assez intéressé par l'ambiguïté de ce terme roman, par l'architecture de cette architecture romane, par le fait que dans l'archéologie, le mérovingien et le carolingien en urbain, zéro. Hein. C'est quasiment zéro, quoi. C'est du romain, quoi, en fait, dans l'époque, ouais, c'est ça, en gros. Voilà. Ouais. Il y a 500 ans, dans les villes, on les cherche, quoi. Ouais. Et sachant que l'habitat mérovingien, on le cherche aussi. Alors d'ailleurs, ce qu'on disait souvent, c'est que les Mérovingiens ont passé leur temps à mourir, quoi. C'est pas possible parce qu'on retrouve que des nécropoles. Donc, on se demande dans quoi ils vivaient, mais peut-être sous les arbres, mais de l'habitat mérovingien, il y en a un peu, mais quasiment rien, quoi. Sur une période de 500 ans, entre 500 et 1000 sur notre calendrier à nous, pendant 500 ans, il n'y a pas eu d'évolution. Les gens sont retournés à faire de la cabane. Pendant 500 ans, ils ont fait de la cabane. Ça, c'est un peu, voilà, quand on nous explique ça. Alors moi, une fois, j'en ai parlé quand même avec des collègues. Et je leur ai dit, voilà, j'ai quand même quelques neurones et je m'interpelle quand même sur ces gens qui font rien pendant 500 ans, quoi, avec très peu de traces globalement. Et on m'a ressorti la soupe habituelle, quoi. C'est-à-dire que oui, ils étaient là, mais les traces, on les a pas beaucoup, mais c'est pas grave, on continue. On n'a pas de traces, ou très peu de traces, mais c'est pas grave. Ça, alors pourquoi est-ce qu'on cherche... Je pose pas de questions, quoi. Non, pourquoi? Parce que c'est la chronologie historique, sinon qui en prend un coup. Parce qu'il y en a plein de textes. Hein. Ah, les textes, alors là, oui. Il y a plein de textes qui en parlent. Ouais. Il y a plein de textes qui en parlent. Mais l'archéologie, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas 500 ans de vie sur le territoire français. Il n'y a pas 500 ans de vie. Ou bien alors, à moins que la population a été réduite à quelques dizaines de milliers d'habitants. Mais il n'y a pas des villages et des villages qui auraient été trouvés partout, qui correspondraient à 500 ans d'occupation. C'est comme si aujourd'hui on se dit l'occupation qu'il y a entre François Ier et maintenant. Il faut se rendre compte de ce que c'est que 500 ans quand même. On n'a quasiment aucune trace. Par contre, entre 1000 et 1500, là, il n'y a pas de souci. Là, on a les villes qui sont réoccupées, on a le fameux art roman. Après, on a l'art gothique, on a de la pierre, on a tout ça. Mais quand tu regardes en ville... Tu as le romain, le roman, et entre les deux, ces 500 ans-là sont totalement zappés. Donc ça fait quand même un sacré truc quand même dans l'histoire. Moi, je suis curieux, quoi. Alors c'est sûr que quelqu'un de mauvaise foi qui est totalement dogmatique va trouver en un quart de seconde la bonne réponse qui va clouer le bec à tous ceux qui, comme moi, mais c'est que du récité, quoi. Je m'interroge.
Et puis il va te sortir voilà, oui, une il y a pas de chronologie, souci. oui, mais il y a le texte d'un tel qui dit que machin, et puis... Je m'interroge sur ce qui s'est passé à la fin de cet empire romain, et si cet empire romain n'aurait pas muté sous d'autres formes. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellé aussi, c'est entre 0 et 500, donc 500 ans d'empire romain. Quand on fouille, on n'a quasiment aucune évolution stylistique. Je dis bien quasiment. Ça veut dire que, pareil, on va dire de 0 à 500, c'est du romain et construit avec des pierres. De 500 à 1000, ce sont des huttes, des cabanes. Ça, et à partir de l'an 1000, on a plein de choses qui se succèdent, avec plein d'arts différents, avec plein de choses qu'on retrouve, plein de styles. Et là, en l'espace surtout entre 500 et 1000, on construit de la cabane. Mais ça, c'est... On construit de la cabane et ça choque j'ai envie de personne. dire, par le simple bon sens, c'est quelque chose qui va pas, parce que on passerait donc quand même d'aqueduc, de machin, etc., de théâtre en pierre, de temple, et puis terminé, je finis les temples en pierre, je vais plutôt faire une cabane avec de la glaise et du bois. Ça paraît un peu... Parce que le savoir n'a pas pu se perdre à ce point-là, c'est pas possible. À moins que, effectivement, la fin de l'Empire romain marque une destruction beaucoup plus massive. Ça pourrait être une hypothèse. Donc ce serait peut-être pas les barbares alors? Parce que nous ce qu'on apprend, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est que... C'est Ferdinand qui t'a appris... Voilà, monsieur Nathan, il m'a toujours dit, voilà, les Romains, ils étaient tellement grands, puis ils étaient tellement sûrs de leur pouvoir, ils ont commencé à se faire envahir par des invasions barbares. Oui. Ça a commencé avec Attila, avec machin, etc. Et avec des cheveux longs. Voilà, des méchants avec des cornes, et qui ont fini par faire tomber petit à petit, en fait, l'Empire romain, quoi. Et puis, il serait resté, parce que, quand même, on nous dit qu'il serait resté une survivance de cet empire à travers la ville de Byzance et de Constantinople. Alors, ça aussi, ça pose problème, visiblement, à beaucoup de gens, parce que il paraît qu'on ne retrouve pas tant de traces que ça. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, d'un point de vue purement archéologique, dans la plupart des villes, on retrouve, à la fin de l'Empire romain, une couche noire qui va de 40 cm à 2 mètres de profondeur, qu'on appelle les terres noires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est intéressant parce que, bizarrement, ça, c'est pas dans les bouquins d'histoire. Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, c'est une bonne couche quand même. Tu as ce qu'on appelle les terres noires, donc c'est de la stratigraphie, c'est-à-dire que tu as toutes tes strates les unes au-dessus des autres, et tu as cette couche noire qui vient sceller tout l'Empire romain. Et on la retrouve partout dans les villes romaines, tu veux dire, On va dire dans les contextes urbains. Dans les contextes urbains. C'est-à-dire que dans le rural, on ne le voit pas ou peu, parce que j'ai pas d'exemple. Mais dans toutes les villes où tu as vraiment les strates les unes au-dessus des autres, parce que c'est le seul endroit où tout se superpose pour le coup, tu as cette couche noire. Alors, il y a une thèse qui a été soutenue en 2011 sur ces terres noires, mais qui pose beaucoup plus de questions que ça ne donne de réponses. Ces terres noires pourrait marquer en fait, on va dire, une destruction massive. Alors là, pareil, il y a des gens qui hurleraient dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que cette couche noire qu'on retrouve partout, à l'échelle de l'Europe entière, qui vient sceller complètement une période... Un cataclysme naturel Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a les Romains, il y a cette terre noire, et derrière, on construit des maisons, des cabanes. D'accord. Parce que cette histoire de terre noire, tu connaissais pas? Non, pas du tout, non. C'est la première fois que j'entends cette... Google, terre noire. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà en train de Google. Terre noire. On va te dire que c'est dû à l'activité métallurgique, c'est dû à différentes activités, c'est totalement connu, c'est tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas à l'époque médiévale, les terres noires? Pourquoi est-ce que tu as ces terres noires qui viennent sceller un empire romain florissant, très avancé technologiquement, on va dire, par rapport à ce qu'étaient les Celtes? Parce que c'était quand même explicable tout ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas de secret. Le mortier, tout ça, les aqueducs, on sait faire. Voilà. Est-ce que ça pourrait pas être une hypothèse de travail que de dire que ces terres noires-là marqueraient une destruction et que derrière renaît plus ou moins la vie, avec des maisons, des cabanes, des huttes, voilà, balbutiement pendant plusieurs siècles, et après, à partir de l'an 1000, du calendrier officiel, on repart et on fait une vraie vie. Voilà. C'est une des thèses du récentisme, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ah oui, on en parlait du... Voilà, ça consisterait en fait à dire que l'Empire romain a vécu une grande catastrophe à la fin de ce que nous on considère comme étant la fin de son existence.
Derrière tout ça, les Mérovingiens, les Carolingiens sont arrivés, et le véritable monde est reparti à partir de l'an 1000. Espèce de survivance d'art roman. Pour le réminiscence, on va dire, de l'Empire romain. Oui, c'est ce qu'on a. Voilà, le Saint-Empire romain germanique. Ah oui, Saint-Empire romain germanique, oui. Voilà. Par exemple, ouais. Et Byzance, alors aussi, c'est quoi alors? Alors Byzance, je connais relativement mal. Mais L'Empire romain qui se scinde en deux. Et puis oui, alors Byzance, il n'y a quasiment aucune trace. Oui, c'est pareil. Alors il y en a. Voilà. Parce que le souci, c'est que moi, pour avoir discuté de ces choses-là avec des gens qui étaient. Comme moi, des gens qui sortaient de l'université, des gens bien, tu vois, ils sortaient de l'université qui avaient réponse à tout. Ils disaient, ah oui, mais à partir du moment où il y a quelques exemples, ça veut dire qu'on ne peut pas remettre en cause l'existence d'un empire entier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des traces de l'empire byzantin. À partir du moment où il y a des traces d'une culture, ça veut dire que cette culture-là s'est étendue sur une surface donnée et qui n'est pas circonscrite d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as des traces d'un empire, donc du coup, effectivement, c'était un empire. Parce que aussi, les textes le disent. Ouais, on est à ce moment-là entre 500 et 1000 au cœur de quelque chose qui est assez curieux. Ouais, parce qu'en plus, alors là aussi, chose tu pourras infirmer ou confirmer, il existe très peu de textes en plus dans cette période-là. Justement, les historiens se basent sur très peu de choses. Ils n'ont pas beaucoup à se mettre sous la dent. Ils ont très peu de choses, voilà. On regarde ce qui se passe du côté de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle. Ouais. On regarde les bâtiments. Ça sent le romain à plein nez. Ah bah voilà, ça sent le romain à plein nez, quoi. Bah, j'invite les gens à taper sur Google Charlemagne avec la chapelle. Voilà. Ça sent le romain à plein nez. Et ça sent aussi le roman à plein nez. On est sur le même type de construction, tout rond, tout beau, tout propre. On est sur la basilique. Charlemagne, il y en a plein. Il y en a même certains historiens qui remettent en cause l'existence de Charlemagne lui-même, qui disent oui, mais on n'a pas vraiment de preuves, tout ça, de son existence. Oui, il y a bien. Il y a des chroniques. Bien souvent, ce sont des chroniques. Voilà, qui ont été faites bien après, quoi, souvent. Comme tu expliquais tout à l'heure, souvent c'est la copie d'un texte qui. machin. D'où. En fait, il faut savoir que, par exemple, nous, en France. Parce que je ne sais même pas si on appelait ça la France, à mon avis, le royaume des Francs, tu sais, entre la période des Mérovingiens. Les Carolingiens ont succédé aux Mérovingiens. Et en fait, l'histoire des rois mérovingiens a été écrite par les chroniqueurs carolingiens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de source directe quasiment des Mérovingiens. D'accord. Donc c'est les successeurs qui racontent sur les anciens. Racontent un peu ce qu'ils veulent. Ce qu'il y a surtout, c'est que donc il y a des chronologies qui ont été faites par les Carolingiens. Et on a dit, voilà, vous avez tel roi qui a régné de temps à temps, il a fait la guerre avec un tel et un tel. Et donc t'en rajoutes avec des règnes, et donc tu augmentes la chronologie. C'est-à-dire, rois qui ont régné 10 ans, ça fait 100 ans. C'est logique. Et sauf qu'à un moment donné, tu as des rois, on disait, voilà, les chroniqueurs carolingiens ont dit, alors quel a été le fait qui marque le règne du roi machin qui a régné pendant, on va dire, 5 ou 10 ans? Il a été fait néant. Et après, ce terme-là est devenu fainéant, les rois fainéants. D'accord. Ça veut dire que dans la chronologie carolingienne, tu as tout un tas de rois qui existent sur le papier, mais il y a tellement rien que fainéant. La liste des les rois fainéants mérovingiens. Ah, c'est de là que ça vient, les rois fainéants, d'accord. Mais par contre, ça c'est bien, c'est du bon ça, parce que ça t'augmente la chronologie, ça. D'accord. Ça c'est du tout bon, ça. Tu fais 10 rois fainéants qui ont régné 10 ans chacun, tu as rajouté un siècle dans la chronologie. Ouais, tu combles comme ça, t'es sûr que tu as comblé. Tu légitimes un pouvoir surtout. Ouais. Parce que tu te dis, moi je légitime mon pouvoir parce que ça fait 500 ans que je règne. Parce que, clairement, ça aussi c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas une façon, à cette époque-là, en tout cas pour les gens qui ont établi ces chroniques, d'asseoir un peu plus le pouvoir de l'Église et de la chrétienté. Parce que à partir de 500, en tout cas, c'est un pouvoir chrétien qui est censé s'installer sur l'Europe, et en particulier en France. Alors il y a des dogmes chez les universitaires qui sont très peu chrétiens. En général, c'est des gens qui sont plutôt athées, plutôt très terre à terre. Mais si eux ont des dogmes et des certitudes, c'est rien à côté des chrétiens quand on commence à leur parler des rois fainéants et de la chronologie. Ah bah oui, parce qu'il y a tout un tas de rien, gens là qui doivent hurler sur leur chaise parce que pour eux le baptême de Clovis c'est ce qui fait le création de la France. Je pense qu'ils ont cassé la chaise. Alors si on leur dit Clovis, on n'est même pas sûr de tout à fait l'existence. Là je les entends déjà effectivement qui sont en train de hurler, on disait mais c'est qui ce mec là? Je dis pas que ça n'existe pas, je dis qu'il n'y a pas de traces ou peu de traces. D'accord. Et c'est pas parce qu'il y a peu de traces qu'il faut corroborer des textes qui sont derrière.
Ça existe peut-être. Et effectivement, il y a peu de traces. Mais je dis voilà, n'exagérons pas, il serait malhonnête de dire qu'on a plein de trucs sur Clovis, on a plein de trucs sur Charlemagne, on a plein de trucs sur le roi d'Agobert. Voilà. Quand on demande aux gens ce que c'est que pour eux que les Mérovingiens, ils regardent avec des grands yeux tout ronds. Et en général, qu'est-ce qui sort? Le roi d'Agobert, ah bah oui, celui qui a mis sa culotte à l'envers. Belle preuve de culture quand même. Hein. Fallait vraiment aller à l'école pour apprendre ça, quoi. Ça valait vraiment le coup, quoi. Les rois fainéants. Oui, donc on a ce monde romain, on a ces terres noires, on a ces cabanes, on a ces rois fainéants qui rajoutent de la chronologie alors qu'on n'a rien à dire sur leur règne. Et après on a cet art roman. Voilà en fait en gros l'une des bases d'une version du récentisme. C'est-à-dire qu'effectivement, et s'il ne se serait pas passé 500 ans, mais peut-être que 200 ou 300 ans. Donc on a rajouté de la chronologie pour légitimer un pouvoir naissant. Un pouvoir naissant en particulier, le pouvoir de l'Église aussi, il faut bien l'admettre. Oui, et peu importe la religion d'ailleurs, peu importe la religion. Mais voilà. Non, c'est pour me mettre les catholiques à dos que je dis ça. Oh non, mais... quand tu réanalyses bien les choses, tu peux retirer presque 300 ans, en suivant cette logique-là, hein, c'est toujours pareil, hein, tu pourrais presque retirer 300 ans à la chronologie. D'accord. Alors ça, c'est les thèses que... C'est du récentisme. Du récentisme, voilà, Pierre d'Ortiguet, que j'ai reçu ici, Frédéric Mariez aussi, je sais que vous êtes en contact aussi, parce qu'il m'a fait l'éloge de ton travail, sur ton travail, il m'a beaucoup parlé de toi. Et voilà, lui aussi, il défend cette thèse en disant qu'il y a eu un grand mensonge à ce moment-là. Alors, pour compléter sur le récentisme, il y a deux thèses. Il y a celle que... Alors, je défends, c'est un bien gros mot, mais que je suppute, sur 300 ans qui auraient peut-être été rajoutés. Et certains pensent, en termes de récentisme, qu'en fait, c'est même 1000 ans, à savoir que le 4e siècle serait le 14e siècle. Alors, comme moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là, je ne la développerai pas, mais... il y a les deux versions qui s'affrontent dans le récentisme. Alors là, quid de l'art roman, quid des Mérovingiens, des Carolingiens, et de ce qu'on retrouve vraiment sur le terrain quand même, parce que les Mérovingiens et les Carolingiens, on a des traces au sol, il n'y a pas de souci, quoi. Mais voilà, c'est pour ceux qui ne comprennent pas bien ce qu'est le récentisme, voilà les preuves dans notre territoire à nous, Français. Parce qu'après, il y a le récentisme russe, avec Fomenko, tous ces trucs-là. Voilà, la Horde d'Or, le Byzance. Oui, voilà, ils ont plein de choses à se dire. Mais voilà, disons que dans la version franco-française, voilà une des versions du récentisme. Cette fin du monde romain, ces terres noires, les Mérovingiens, les Carolingiens qui jouent les Boy Scouts, et l'art roman qui apparaît vers l'an 1000, et après, derrière, boum, on a une évolution continue. Donc, voilà. Oui, y a-t-il eu une destruction à la fin de l'Empire romain? Et l'Empire romain, ça voudrait dire que finalement... il aurait duré peut-être plus longtemps que ce qu'on veut nous... En tout cas, alors il a duré peut-être plus longtemps et en même temps il s'est fait à un moment donné, il s'est pris un petit coup sur le coin du nez, quoi. Voilà. Mais grosse destruction. Mais qui n'est peut-être pas, comme on nous dit, alors les pics des barbares. Je pense pas. Je pense pas que ce soit des pics avec des gros chevelus qui aient fait tomber l'Empire romain, quoi. Parce que les Romains, ils étaient... Voilà, comme tu l'expliquais, ils avaient beaucoup plus de technologie que ces barbares, il faut quand même le dire. Alors. Oui, alors il faut voir aussi qu'à la fin, mais c'est pareil, c'est ce que racontent les textes, oui, le pouvoir était balbutiant, et puis c'était un empire qui était arrivé à bout de souffle parce ils avaient basé leur pouvoir sur les conquêtes, et à un moment donné, comme tout ce qui est basé sur les conquêtes, on va se battre à l'autre bout de l'empire et pour des questions purement logistiques, on ne peut plus assurer. On peut plus assurer. Voilà. Donc une des versions officielles, c'est que l'Empire romain s'est écroulé parce qu'ils étaient plus capables d'assurer leur défense. Quand on va faire la guerre à 2000 km de là où on a son point, sa capitale, c'est impossible. C'est très compliqué. Mais disons que ça, c'est une version, mais qui n'explique pas tout. Voilà. L'idée que l'Empire romain ait pu être détruit par quelque chose de massif et brutal, détruit, en tout cas en bonne partie détruit, tient la route. Si on prend en compte effectivement toutes les anomalies qu'on a dans l'archéologie, et notamment ces terres noires qui sont, on va pas dire c'est pas masqué, mais c'est pas connu, quoi. On parle pas de ces terres noires qui viennent sceller l'Empire romain. Qu'est-ce que ça pourrait être l'explication de ces terres noires? Il y a une thèse qui a été soutenue en 2011 qui explique en gros que c'est dû à l'activité métallurgique, c'est dû à l'activité des animaux, c'est plein de choses différentes qui font qu'à un moment donné, il y a des terres noires qui viennent sceller l'Empire romain. Voilà.
Mais ça donne beaucoup plus de questions que de réponses. Parce que l'Empire romain, sachant que qui était quand même un empire vraiment justement très vaste, parce qu'on allait carrément à la fin du nord de l'Écosse, hein, Oui. avec le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien. Voilà. Et on va dire, allez, Volubilis au Maroc, ça fait quand même une sacrée distance, enfin j'imagine, même pour aujourd'hui. Il s'est effondré partout à la fois. C'est quoi? C'est ça aussi que j'ai du mal à comprendre. Comme un grand empire comme ça, il s'effondre en même temps. Il y a l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Et d'Occident, oui. La fin de l'Empire romain, on dit en général que c'est plusieurs facteurs qui ont entraîné la chute de l'Empire romain. Ce qui est une très bonne solution d'éluder le problème quand même, globalement. Ouais. Voilà. J'ai même entendu une thèse avec soi-disant le plomb qui servait à sceller les amphores et les Romains seraient morts de saturnisme accéléré. Tu crois vraiment? Non, pas trop. Justement, non, mais c'est pour ça. C'est toutes ces thèses que j'entends. Parce que ce qui est assez amusant, c'est que quand tu sais pas quoi, quand certains savent pas quoi dire, t'inventes n'importe quoi et plus c'est gros et plus ça passe. Non, je dis, c'est un peu comme le devenir de ce qu'on appelait les Gaulois au lendemain de la conquête romaine. Que sont-ils devenus? Oui. Voilà, que sont-ils devenus? Oui. La même chose que sont devenus les Romains au lendemain de ces invasions barbares. Voilà, de ces invasions barbares. Ils sont laissés dominer d'un coup par des grands chutes qui sont arrivés dans le. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'as envie d'en rire, t'as envie de faire du deuxième degré, tellement c'est des trucs qui sont simplistes et non argumentés, quoi. Que sont devenus les Gaulois? Que sont devenus les Gaulois? Parce que c'est quoi? Ils les ont matés, je sais pas, comment ils ont fait pour tenir tous ces Gaulois et puis. Parce que je veux bien qu'il y ait convertir en romanisme. Je veux bien qu'effectivement toutes les villes aient été romanisées au fur et à mesure, qu'il y ait eu un vrai programme. Enfin, c'est le domaine des dieux dans Astérix, en fait. C'est la romanisation. Ouais. Mais au fin fond des campagnes, les gens ils vivaient à la gauloise, quoi. T'imagines au fin fond de la Creuse, fallait quand même aller amener l'Empire romain là-bas, quoi. Au fin fond du Massif central, au fin fond du nord de la France, au fin fond de la Somme, au fin fond de l'Alsace, de la Bretagne. Va dire à des druides qu'il faut qu'ils rangent leurs serpes et qu'ils commencent à mettre des jupettes et à boire dans des amphores. Tu vas être reçu, à mon avis. Ouais. Tu vas être reçu. Donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie de toutes les questions un peu anodines qu'on peut poser par rapport au déroulement du passé en se disant les transitions, on ne les étudie pas. Voilà. J'ai pas de réponse à apporter. Donc on nous donne des périodes, mais on voit bien il y a ça. Après il y a ça. Après il y a ça. Mais entre 1 et 2, non. Et puis, ou bien si, une explication bidon. Ouais, parce que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, je suis en l'an 700. Donc, ça y est, je passe dans le Moyen-Âge, je suis plus dans l'ère romaine. Enfin, c'est comme pour le 31 janvier, enfin le 31 décembre. À quel moment on passe, on est conscient, quoi. On souhaite bon mérovingien, quoi. Ça y est, on passe à la civilisation suivante, quoi. Ces transitions-là sont pas étudiées et on nous explique que du jour au lendemain, les gens changent. Parce que même l'histoire de Clovis, c'est quand même un peu ça. On nous explique qu'ils arrivent, les Francs. Le vase de Soissons. Le vase de Soissons, ils déboutent le dernier représentant justement de Rome, je ne sais plus son nom, mais qui était à l'époque, je crois c'est vers Metz, quelque chose comme ça. Ils le déboutent, puis c'est terminé, ça y est. Les Romains, il n'y a plus de Romains en France. C'est fini. C'est fini. C'est un peu simple quand même comme explication. Et ça passe. En plus, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Et ça passe. Ouais. Et si tu commences à poser des questions anodines, tu sais, comme un enfant dire madame, et pourquoi du jour au lendemain les gens ils deviennent mérovingiens? Tu dis, mais tais-toi. Tu te poses des questions. Ça y est, non, on a changé d'air. Non, c'est Ferdinand. C'est Ferdinand qui a raison. Ouais. Ferdinand a dit, maintenant c'est fini les Romains, on passe aux mérovingiens. On met des grosses boucles qui ressemblent étrangement en plus à du romain, parce que quand tu vois les boucles mérovingiennes, tu vois ce que c'est. Tu as des aigles impériaux, des choses comme ça. Ouais. Alors, ils sont pas tout à fait les mêmes au niveau du style, hein, mais ça sent le romain plein nez quand même, tout ça. On se met dans des sarcophages mérovingiens, c'est des gros sarcophages en pierre, tu vois, ce genre de trucs-là, parfois des sarcophages en plomb même. On vit dans de la cabane, on joue au boy scout. Mais les Romains, c'est fini. Les bâtiments sont là, les termes, non, on n'y va pas. Oui, on abandonne. Bah non. Ah bah ça y est, on est passé dans les mérovingiens, donc on abandonne tout le style de vie romain qui va avec. Mais les bâtiments sont là, les aqueducs sont là, les palais sont là, les villas sont là, mais non. Non, c'est vrai que ça paraît vraiment. Quand tu y penses, tu te dis, ouais. Oui, c'est très simpliste, et plus c'est gros et plus ça passe. Et quand tu vas vraiment aller un peu plus loin, tu vas voir des gens qui vont être en général plutôt prétentieux, plutôt arrogants, qui vont te prendre de haut et qui vont te dire mais t'es qui toi pour poser ce genre de questions-là, machin, truc et tout.
Et là, tu vas dire, effectivement, je ne sais pas quelle est la réponse à ma question, mais ce que je sais, c'est que toi, en face, tu ne te la poses même pas. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est-à-dire que si moi, je me pose une question simple, j'aimerais avoir une réponse simple. Comment fonctionnent ces transitions-là? Qu'est-ce que c'est que ces terres noires? Comment l'Empire romain a été détruit? Qu'est-ce que c'est que cet art roman un peu étrange? Voilà. Ah oui, non, mais c'est très très intéressant, surtout que une autre question qu'on avait soulevée ici pendant l'émission, justement, je me rappelle avec Frédéric Marias, sur les temples, où effectivement, il nous expliquait, mais ça, beaucoup d'historiens d'ailleurs ne le contestent pas, que les églises ont été toutes quasiment bâties sur des temples romains, puis qu'on a retransformé, et que originellement, c'était des temples romains. D'ailleurs, on retrouve, même moi, dans cette basilique romane qu'on avait été visiter, il y a une espèce de crypte en dessous, etc. Et c'est souvent le cas dans ces temples, dans ces églises et basiliques romanes qu'on nous présente telles quelles, mais qu'on voit bien qu'il y avait quelque chose avant. En tout cas, on n'a pas construit la basilique chrétienne, en tout cas, à l'endroit, il y avait bien quelque chose avant, quoi, qui subsistait. Et ça, il ne faut pas poser de questions. Si la question en général, la réponse, c'est on te dit, voilà, quand une nouvelle société arrive, une nouvelle dynastie, ce qu'on veut, elle va détruire ce qu'il y avait avant et puis elle va reconstruire au-dessus pour masquer. Bon, ça c'est vrai, c'est clair. Mais et si ça n'était pas un autre style, voilà, tout simplement. Est-ce que l'art roman ne serait pas la fin de l'Empire romain avec un style propre? C'est des questions à poser, quoi. Mais honnêtement, sincèrement, quoi. Parce que ça, quand on regarde visuellement, ça sent le romain à plein nez, quoi. Dans le style, ça sent le romain à plein nez, quoi. Alors des gens qui, en théorie, sont chrétiens et ont une haine envers les Romains, qu'on fait des martyrs des premiers chrétiens, c'est étrange qu'ils leur rendent hommage en faisant des bâtiments avec des bâtiments qui sont quasiment pareils, quoi. Oui, ça aussi, semble-t-il qu'il n'y ait pas énormément de traces justement de ces persécutions chrétiennes. Parce qu'on ne trouve pas tant de traces que ça. Après, moi je t'avoue qu'une persécution, je ne vois pas quelle trace ça pourrait laisser, quoi. C'est surtout ça, quoi. On trouve encore une fois des gens qui ont écrit en disant on a persécuté les chrétiens, on a persécuté, mais... Ça laisse pas de traces. Tu prends quelqu'un, tu le sacrifies au milieu d'un champ, il n'y aura rien, quoi. La seule chose qu'on retrouve dans l'archéologie, c'est des matériaux non périssables. De la pierre, par exemple, de la céramique, du verre, du métal. Et encore, ça dépend des contextes. Si les terres sont acides, ça mange le métal, ça mange les eaux, tu vois. Donc en fonction du type de terrain, on n'a pas les mêmes vestiges. A l'inverse, quand tu es dans un milieu humide, tout ce qui est tourbe, par exemple, tu as du cuir, du bois qui reste, des choses comme ça. Voilà, ça c'est une des spécificités de l'archéologie. En fonction du type de terrain, tu n'as pas les mêmes choses qui restent. Donc, en tout cas, il y a bien, on va dire, contradiction entre les observations archéologiques et la chronologie. Contradiction, disons que ça ne corrobore pas. En tout cas, ça ne se corrobore pas. Voilà. L'un ne corrobore pas l'autre. Non, il n'y a pas de, on ne peut pas dire qu'on met l'un sur l'autre et ça. Ça pose beaucoup plus de questions et on a vraiment ce problème de la fin de l'Empire romain et de ces 500 ans-là où il ne se passe rien, quoi. Quasiment rien. On est, comme tu dis, à faire de la terre alors qu'on faisait de la pierre. Et que les bâtiments étaient debout. Hein. Parce que moi, j'ai étudié quand même dans des textes. Dans certains endroits, apparemment, les bâtiments romains étaient encore debout jusqu'au 16e, 17e. Voilà. D'accord. Oui, parce que alors partiellement, tu disais que même ruines, dans certaines régions, on s'est servi de ces bâtiments pour aller construire autre chose, mais jusqu'au 19e siècle. Oui, au 19e, on se servait par exemple des théâtres, des aqueducs et des choses comme ça, et on construisait la ville avec ça. Alors, des villages aujourd'hui, hein. Mais quand on voit le nombre de pierres qu'il y a dans un théâtre romain, c'est facile d'avoir une carrière ouverte, et pourquoi aller débiter dans de la terre, enfin dans de la roche, alors que les cailloux sont là, ils nous attendent, quoi. Ça veut dire que si ces bâtiments-là étaient encore en élévation, parce que c'est le terme qu'on utilise, si c'était encore en élévation au 19e siècle, c'est qu'il ne s'est quand même pas passé 1400 ans. Et ça, c'est une des théories de ceux qui disent que la fin de l'Empire romain, c'est le 14e d'ailleurs. Tu vois, pour l'autre version du récentisme, c'est de se dire qu'à ce moment-là, il y aurait que 500 ans quasiment. Et que la Renaissance, ce qu'on appelle la Renaissance à partir de la fin du XVe siècle, c'est la renaissance du monde après la destruction romaine qui se serait faite au XIVe.
D'accord. Et je vais pas trop développer parce que je suis pas trop d'accord. D'accord, parce que la Renaissance, originellement, c'est la Renaissance de l'Antiquité après le Moyen-Âge. Voilà. Mais le Moyen-Âge, ça aussi, c'est une période... C'est du 19e. Voilà, Tout ça, c'est des termes qui ont été inventés du 19e siècle. C'est l'époque où, on va dire, pour forger la nouvelle République du 19e siècle, on avait Clovis, on avait Saint-Louis, on avait Jeanne d'Arc. Parce qu'il fallait créer un mouvement patriotique, ce qui n'était pas mauvais en soi d'ailleurs, hein, parce que le 19e siècle, c'est beaucoup de changements politiques. Il fallait des grands personnages pour souder le... Alors, est-ce que c'est de la propagande ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était très bien pour souder un peuple. On crée des grandes images et les gens... Parce que voilà. Vercingétorix, c'est en plus, j'ai envie de dire, le héros qui réunit les peuples, voilà, les Gaulois, un peu le grand fédérateur, etc. Voilà, Vercingétorix, il y a Clovis, Charlemagne, enfin, ils sont 5 ou 6, quoi. Puis il y en a pour tous les goûts quand on analyse bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a même une femme, hein, enfin, tu vois, c'est marrant de voir qu'il y a tous les goûts, quoi, parmi les 5-6, quoi. Il n'y en a pas 2 qui sont pareils, quoi. On a le guerrier, c'est Clovis... Vercingétorix c'est à peu près pareil mais c'est encore autre chose. Saint-Louis c'est celui qui rend la justice. Voilà, T'as l'impression d'avoir une série avec des personnages principaux quoi. C'est beau quoi. Alors ils ont peut-être s'y existé, en tout cas ils sont là et c'était très bien pour fédérer le 19e siècle, à l'époque où l'archéologie justement s'est fabriquée, où on a mis en place les chronologies, on a pris les termes. Moyen-Âge, Antiquité, Renaissance. Oui, voilà, on a nommé les époques à ce moment-là. Oui. Parce qu'avant, effectivement, les gens du Moyen-Âge ne disaient pas non. On est au Moyen-Âge. Moi, je suis au Moyen-Âge, non. Non. Les gens ne disaient pas je suis dans l'Antiquité non plus. Voilà, et comme quand il y a eu la Renaissance, ils ne disaient pas c'est la Renaissance, ça y est. Alors là, je ne sais pas par contre. Là, j'ai un doute. C'est possible. Oui. C'est possible. Mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier ce qu'on appelle l'historiographie. Oui. L'historiographie, c'est comment on a étudié l'histoire à travers l'histoire. Oui. Ça, c'est intéressant. Et dans l'historiographie, c'est là qu'on voit effectivement nos ancêtres les Gaulois au XIXe siècle. On regardait les petits manuels pour les enfants à l'école, on voyait les Gaulois chevelus. Voilà, ça c'est de l'historiographie. Image qui, semble-t-il aussi, est complètement faussée. Alors, les trucs avec les cornes, tout ça, il paraît que c'est complètement... il y a des mélanges de beaucoup de choses différentes, même dans les choses très modernes. Par exemple, quand on voit, dans Astérix, quand on voit le chef du village... ouais. Il est sur un bouclier. Oui, tout à fait. Il a 2 petits bonhommes avec lui. Bah ça, c'est purement franc, ça. C'est Clovis, normalement. Ah, d'accord. C'est pas gaulois du tout. C'est pas gaulois du tout. Il y a à peu près, alors, selon la chronologie officielle, il y a à peu près au moins 500 ans, quoi. C'est-à-dire que même maintenant, tu vois, on introduit dans des choses qui sont censées être plus ou moins véridiques, des choses qui sont complètement fausses. D'accord, ouais. Et ces Gaulois, pareil, qui avaient peur que leur ciel leur tombe sur la tête. Oui, par Toutatis. Ouais, tu vois. Pensez à notre ami Romain. Toutatis, il était venu faire une émission là-dessus pour nous montrer que Toutatis était certainement l'ancêtre de Saint-Denis, en fait. Je sais pas. Lui, c'était une histoire, l'histoire de Toutatis qui a été ensuite transformée en Saint-Denis. En tout cas, eux aussi, ils avaient peur de destruction massive. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais. À moins qu'ils soient tous idiots. On va peut-être nous le dire un jour, quoi. Les Gaulois étaient tous tellement bêtes qu'ils pensaient que les éclairs allaient leur tomber dessus, quoi. Puis cette histoire de terre noire, donc ça un truc à creuser. Ouais, ça, c'est les terres noires qui scellent l'Empire romain, à l'échelle d'une bonne partie de l'Europe. Et on les retrouve donc dans le contexte urbain. Dans le contexte urbain, mais en France, mais aussi dans d'autres parties de l'Empire romain aussi, oui, dans le nord de l'Europe. En Angleterre, tout ça aussi, non ça reste à vérifier, mais je sais que dans le nord de l'Europe, oui, voilà. D'accord. Bon, on a cette couche, qui est très intéressante. Eh ben, on va faire la deuxième petite pause. Si la régie elle est prête, c'est bien évidemment. Donc on revient et on va ensuite, de toute façon, on va répondre aussi aux questions qui sont nombreuses. Hein. Alors j'en ai vu qui se prenaient pour des archéologues aussi. Bah justement, on va voir, on va les tester aussi nous. Et alors on fait la petite pause et on revient juste après à vous la régie.